L'œuvre est le roman de la peinture moderne. À travers la carrière de Claude, qui peignait déjà les halles dans le ventre de Paris, c'est toute l'histoire de la bataille impressionniste que raconte Zola. Mais le roman se termine sur le suicide du peintre, en qui on a voulu voir Cézanne. Pour les critiques malveillants, l'affaire est entendue. Zola n'a rien compris à Cézanne, il en a fait un raté, un malade mental, qu'il a tué symboliquement pour mieux affirmer sa propre réussite. L'œuvre, d'ailleurs, signerait la rupture entre les deux amants. Nous allons voir que ce n'est pas si simple. L'intrigue débute en 1862. Si Zola respectait son projet à la lettre, elle se terminerait au plus tard en septembre 1870, puisque le cadre des Rougon-Macquart coïncide avec les 20 ans du Second Empire. Mais Zola prend quelques libertés avec la chronologie pour intégrer toute l'évolution artistique de son temps dans les bornes qu'il s'est fixées. Car en 1870, l'impressionnisme n'est pas encore né. Impression soleil levant ne sera exposée qu'en 1874. Monet, Renoir et Pissarro ne connaîtront leur premier succès que dans les années 80. Quant à Cézanne, il lui faudra attendre les années 90 pour qu'on s'avise enfin de découvrir en lui autre chose qu'un provocateur et un raté. C'est dire qu'il ne faut pas lire l'œuvre comme un document historique. Il ne faut pas non plus lire le roman à travers le regard rétrospectif que nous posons sur cette histoire. Si l'impressionnisme a partie gagnée, si nous considérons Cézanne comme un génie, il n'en allait pas du tout ainsi à la fin du XIXe siècle. Nous avons tendance à imaginer l'histoire de l'art à travers un schéma évolutif trompeur, à croire que l'académisme, le réalisme, l'impressionnisme se succèdent comme autant d'étapes vers la modernité. En réalité, ces mouvements sont contemporains les uns des autres. Ils coexistent, ils s'affrontent dans un combat d'une violence inouïe. Les académistes, alors tout-puissants ou presque, tiennent le haut du pavé jusqu'à la fin du siècle. En 1894, alors que le peintre Caillebotte vient de léguer plus de 60 tableaux impressionnistes à l'État, Gérôme, professeur à l'Académie des Beaux-Arts, tente d'empêcher cet héritage. Les impressionnistes, affirme-t-il, font de la peinture comme ils feraient sous eux. Il faut attendre 1896 pour que le Conseil d'État autorise les musées nationaux à sélectionner dans ce legs les toiles dignes de figurer au musée du Luxembourg, musée des artistes vivants. 27 tableaux sont refusés. Les œuvres acceptées sont exposées en 1897. Mais l'exposition provoque un tel scandale qu'on se bat devant les toiles et que le Sénat est saisi de l'affaire. En 1900, à l'exposition universelle, Jérôme empêchera encore Loubet de pénétrer dans la salle des impressionnistes. Ne vous arrêtez pas, Monsieur le Président, c'est ici le déshonneur de l'art français. Qu'il ait fallu attendre 1986 pour que l'impressionnisme ait son musée n'est pas non plus anodin. C'est tout cela qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre l'œuvre. Le premier épisode de la bataille impressionniste, telle que la raconte Zola, c'est le Salon des Refusés, ouvert en avril 1863 en marge du salon officiel sur ordre de Napoléon III. Qu'est-ce donc que le salon? Le salon, c'est l'exposition tantôt annuelle, tantôt bisannuelle, qu'organise l'Académie des Beaux-Arts depuis 1667. Elle a pris le nom de salon en 1725, quand pour la première fois, elle s'est tenue dans le salon carré du Louvre, et elle l'a gardée, quel que soit le lieu où elle s'est ensuite tenue. Sous l'Ancien Régime, seuls les académiciens avaient le droit d'exposer. La Révolution française, en abolissant les privilèges, devait nécessairement ouvrir ce droit à tous les artistes vivants. Mais il fallut créer un jury d'admission en 1798 pour éviter l'inflation des œuvres. Seule l'exposition de 1848 sous la Deuxième République fut ouverte à tous. L'Académie ayant la haute main sur le jury, seuls les peintres qui respectaient les modèles de l'école étaient assurés d'être reçus au salon. Une facture classique, à la manière de David et Ingres, la primauté du dessin sur la couleur était de mise. Quant à la hiérarchie des genres, elle était restée immuable depuis le XVIIe siècle. Tout en bas, la nature morte, puis le paysage et les animaux vivants. Au-dessus,
Comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, le portrait, puis les scènes de genre regroupant plusieurs personnages. Tout en haut, les sujets historiques ou mythologiques. Et enfin, l'allégorie, la représentation symbolique des idées ou des vertus comme la clémence ou la vengeance poursuivant le crime. C'est précisément cette hiérarchie que les réalistes avaient fait voler en éclats en privilégiant la peinture de paysage. Nieuwerkerk, le surintendant des beaux-arts de Napoléon III, avait riposté à cette insurrection artistique en supprimant le prix qui lui était alors réservé. Il considérait le paysage comme un genre fâcheusement démocratique, et les maîtres de l'école de Barbizon comme de dangereux matérialistes. Car s'il faut avoir fait ses humanités pour goûter Oedipe et le Sphinx, il n'est besoin d'aucune référence culturelle pour comprendre un coin de forêt ou un champ de blé. Corot, Millet, Théodore Rousseau, Daubigny furent refusés en conséquence. Le bord de Seine que Gagnère se voit refuser au salon dans le roman, un paysage d'un gris perlé soigneusement peint, évoque la Seine à Beson, une toile de Daubigny que l'on peut voir au musée d'Orsay. Sa justesse de ton, son exacte observation des valeurs n'ont pas convaincu le jury. Sont-ils assez bêtes d'avoir refusé ça, dit Claude. Mais pourquoi, je vous le demande? Parce que c'est réaliste, lui répond Fagerolles, un autre peintre de fiction. Sur les quelques 5000 œuvres présentées au salon de 1863, 3000 furent ainsi impitoyablement rejetées. Pour décrire les travaux du jury, Zola se souvient d'une toile de Gervex qu'il mentionne dans ses dossiers préparatoires. On y trouve l'interminable rang des grands tableaux posés à terre, appuyés contre la simèse, le tréteau recouvert de serge verte sur lequel sont présentées les toiles de dimension moyenne, les gardiens en blouse blanche faisant le tri des toiles acceptées et des toiles refusées. Comme Gervex, Zola saisit sur le vif une discussion arrêtant le groupe, un de ces coups de passion où tous se bousculent, où cannes et chapeaux s'agitent en l'air au-dessus du flot tumultueux des têtes, tandis que certains, heureux de trouver là des chaises, même des tables avec des plumes, du papier, de l'encre, font tranquillement leur courrier. La toile qui arrête le jury, une femme nue sous un arbre, pourrait parfaitement être signée de Cabanel, un des maîtres de l'école. Or les jurés semblent brandir leurs cannes et leurs parapluies d'un air farouche, comme s'ils allaient se livrer à des voies de fête sur le tableau. C'est pourquoi Zola imagine la bonne farce d'une exécution involontaire, l'anecdote du peintre hors concours dont l'œuvre est jetée à la fosse commune dans le mépris unanime. En réalité, les jurés votent à main levée. Mais Gervex a voulu l'ambiguïté, il a voulu montrer la prudence des juges, gonflant le dos, s'assurant d'un nom, l'œil furtif avant de se prononcer, de peur de refuser un vieux peintre classique respecté de l'Institut.